fait, ce que je voulais, c'est vraiment de faire un séminaire un peu qui sort de l'approche traditionnelle. Je vous présente ce que j'ai retenu de mes lectures et puis que vous commentez, vous me donnez vos questions. Je voulais savoir ce que vous avez retenu des 3-4 textes que je vous ai envoyés. Donc, si c'est le cas. Bon, on va commencer par présenter les éléments principaux que j'ai retenus dans le cadre de cette revue de littérature à la base. Principalement, donc je vais commencer par une petite introduction où je vais formuler le contexte dans lequel j'ai pensé en fait à faire une revue de littérature sur le sujet. Ensuite, je vais vous présenter brièvement la méthodologie suivie dans la revue de littérature, les principaux résultats et une conclusion générale. Donc, en termes d'introduction, on va parler du contexte et de la problématique. De façon générale, je situe l'étude que je vous présente aujourd'hui par rapport au cycle de vie du programme, donc où, de façon générale, le cycle de vie de politique publique, si on veut être assez large. Donc, il y a toute la partie où la phase de conception d'un programme, où là, soit c'est un nouveau programme, donc on parle plutôt d'un modèle de programme, ou une adoption d'un programme qui existe déjà, ou ce qu'on appelle souvent les evidence-based programs, qui ont donné des résultats assez probants, etc., et qu'on décide de les adopter pour répondre à des problématiques sociales. Et il y a toute la phase de la mise en œuvre du programme, et en fait, l'étude ici, ça se situe un peu entre les deux, et touche à l'évaluation de la phase de la mise en œuvre, mais comparativement à la conception. Donc, on va aller voir c'est quoi les écarts entre la conception et la mise en œuvre et comment, en évaluation de programme, on traite la question. De façon générale, quand on parle d'évaluation de la mise en œuvre, il y a plusieurs approches d'évaluation, donc plusieurs textes. Donc, chaque auteur a une approche en particulier, des questions d'évaluation bien spécifiques. Ce n'est pas toujours le cas où on s'intéresse à l'écart proprement dit. Des fois, ça se fait, mais implicitement. Et l'évaluation de la mise en œuvre n'est qu'un type parmi d'autres d'évaluation de programme. Donc, il y a l'évaluation des besoins, l'évaluation des effets, des résultats et bien évidemment l'évaluation de la mise en œuvre. Entre parenthèses, certains auteurs parlent d'évaluation de mise en œuvre, d'autres parlent d'évaluation d'implantation et d'autres encore parlent d'évaluation de processus, mais ça revient à peu près à la même chose. Donc, en termes de problématiques, ce qui a été soulevé, c'est qu'en théorie, les programmes où on prend par acquis ou comme quoi l'hypothèse, c'est vraiment les programmes qui sont mis en œuvre tels que conçus. Donc, le programme, il n'y a aucune modification, aucun ajout, aucune adaptation qui est apportée au programme. Les acteurs locaux sont là comme des exécuteurs du programme public et n'apportent aucune modification. Par contre, en pratique, ce qui se passe, c'est que ces acteurs locaux modifient les programmes, les adaptent soit aux besoins contextuels de l'organisation ou aux besoins de la population cible. Donc, à partir de là est venu l'intérêt de faire une revue de littérature qui parle un peu de l'écart entre la pratique et la théorie sur cette question. Donc, juste pour un peu valider la démarche que j'ai utilisée, en fait, j'ai procédé par recherche systématique dans les bases de données de l'ENAP, donc de la bibliothèque de l'ENAP, par mots-clés. Et c'était la première étape. Et ensuite, j'ai procédé par recherche complémentaire, donc en partant des références identifiées dans la première recherche systématique ou par recherche par revue qui m'ont apparu, qui traitent le plus de ce sujet en particulier. Et en tout, j'avais 206 textes qui parle de la question de l'adaptation et de la fidélité des programmes publics. Donc, en termes d'approche analytique, donc bien évidemment, on passe tous par là, c'est de faire une analyse des contenus du texte après une lecture, une deuxième lecture. Il y a plusieurs termes qui ont émergé à partir de la première lecture, qui ressortaient un peu dans tous les textes. Ensuite, j'ai procédé à une consolidation des liens entre les différents thèmes pour enfin construire un cadre d'évaluation des programmes basés sur l'évidence que je vais vous présenter à la fin de la présentation. Donc, en termes de résultats, je vais vous présenter les caractéristiques des 3 écoles qui ressortaient dans le débat entre fidélité et adaptation. Donc, il y a l'école de la fidélité ou de la pro-fidélité selon certains auteurs. Il
Il y a l'école de l'adaptation ou pro-adaptation et il y a l'école de la balance ou conciliation ou équilibre entre la fidélité et adaptation. Et ensuite, je vais vous présenter quelques enjeux qui étaient très apparents dans plusieurs textes de l'évaluation proprement dit, donc méthodologiquement parlant, approche théorique et méthodologique de l'évaluation de la fidélité et de l'adaptation. Donc, on va commencer par l'école de la fidélité. Je vais vous présenter brièvement comment ça a émergé l'école. Ensuite, on va parler des terminologies et des définitions du concept de la fidélité et des différentes catégories de la fidélité qui ressortent dans la littérature. Donc, le concept de fidélité, selon Kessler, dans son papier de 2004, semblerait avoir apparu dans les années 1960 en psychothérapie et ensuite entre 1950 et 1960 dans le domaine de l'éducation en particulier. C'est vraiment là que ça a pris naissance, le concept de fidélité. Et c'est resté un concept valide et non controversé jusqu'aux années 1970, particulièrement avec la publication du livre Implementation de Pressman et Witowski en 1973, qui ont essayé de montrer que, en fait, l'approche top-down était controversée et que finalement, les acteurs locaux dans la base apportent beaucoup de modifications et des adaptations dans les programmes et que finalement, ce n'est pas la bonne approche ou ce n'est pas la seule en tout cas. Donc, c'est là que ça a commencé une controverse et c'est là qu'on a donné lieu à l'école de l'adaptation qu'on va aller voir un peu plus tard. En termes de terminologie, dans les textes, on utilise plusieurs concepts pour parler de fidélité. Donc, on parle de fidélité, d'intégrité, d'implantation comme synonyme de fidélité, d'adhésion, de conformité ou de qualité d'implantation. J'ai fait une recension un peu des définitions qui ressortaient, et puis c'est pratiquement la même définition en utilisant plusieurs des terminologies ou des façons de présenter la définition qui est différente. Mais de façon générale, les définitions sont un peu différentes selon le type d'étude. Donc, est-ce qu'on parle d'évaluation proprement dit, est-ce qu'on parle de recherche-action, et selon le domaine d'étude. Donc, quand on est dans le domaine social, c'est un peu différent que dans le domaine de l'éducation. Donc, ça dépend aussi du domaine de l'étude. Dans le texte qui était à la lecture aujourd'hui de Century, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il donne deux définitions que j'ai retenues à la page 202. La première, il parle de la consistance ou de la conformité de façon générale entre le programme mis en œuvre et le programme planifié. Mais il dit, donc dans la même veine de définition, que finalement, ce n'est pas toujours le cas parce que parfois, il suffit d'être conforme ou d'être conforme et intègre et fidèle à certaines composantes du programme. C'est ce que plusieurs auteurs appellent les composantes critiques ou les composantes essentielles du programme pour parler de fidélité. Donc, dépendamment des auteurs et dépendamment du domaine d'études aussi. Pour ce qui est des catégories de la fidélité, en fait, j'ai établi quelques critères qui m'ont apparu les plus essentiels. C'est 3 critères. J'ai retenu 4 textes, mais en fait, c'est à peu près les mêmes catégories qui ressortent dans la plupart des textes que j'ai utilisés pour la revue de littérature. Donc, on parle du critère de la conception du programme. Et là, on distingue la fidélité théorique et la fidélité procédurale. Donc, quand on parle de la fidélité théorique, ben, ça fait référence à ce qu'on connaît, la théorie du programme. Donc, pour ceux que ça l'intéresse, il y a Shen qui a beaucoup écrit là-dessus. Donc, c'est le fait d'établir plusieurs variables, puis d'essayer de faire des liens directs entre la variable et l'effet escompté du programme. Donc, c'est la fidélité théorique. Et pour eux, la fidélité théorique, donc, ces variables, par exemple, qui sont assez en lien avec les effets, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les modifier, parce que c'est vraiment ça, les composantes essentielles ou les composantes critiques du programme. La fidélité procédurale, ben, celle dit, c'est la procédure, c'est comment le programme peut être mis en place, donc ça fait référence à la procédure proprement dit. Quand on prend le critère de l'implantation du programme par les acteurs, donc pratico-pratique, on parle soit de fidélité locale, fidélité de niveau micro ou de fidélité pratique, donc c'est la même définition qu'on donne, dépendamment des auteurs.
Donc, on parle de la fidélité au niveau des acteurs locaux, donc ceux qui sont responsables, ou plutôt les responsables de l'implantation. Donc, comment ils vont implanter le programme. Si je prends par exemple l'exemple de CAF, Crise Ado Famille-Enfant, qui est un programme qu'on peut identifier comme un programme basé sur l'évidence, étant donné qu'initialement il a été implanté en Montérégie, il a fait ses preuves et il a été reconnu comme étant efficace. Puis par la suite, on a décidé de le mettre en œuvre dans les 12 C3S de Montréal. La fidélité théorique, c'est le fait de garder la théorie du programme à la base de laquelle les concepteurs, initialement, qui l'ont mis en Montérégie, ont bâti un peu le lien entre certaines variables et les effets escomptés. Et la fidélité locale, c'est comment les intervenants proprement dit dans les C3S implantent le programme. Donc on parle de fidélité locale, ça se fait au niveau des personnes qui sont responsables de l'implantation, mais on parle aussi de fidélité d'implantation. À ce niveau, donc on parle d'un niveau hiérarchique qui est un peu plus élevé. Donc dans le cas de CAF, si je veux compléter mon exemple, ça serait par exemple les coordonnateurs régionaux dans l'Agence de la santé et des services sociaux qui sont responsables de ce niveau de fidélité, parce que c'est un peu plus élevé que la fidélité locale de base, de niveau micro. Donc ce serait l'agence qui est un peu l'intermédiaire entre le ministère de la santé et des services sociaux et les C3S. Quand on parle du critère de livraison du programme, donc on parle de fidélité du contenu et de fidélité du processus. Donc le contenu, c'est le quoi? C'est quoi le service qu'on donne? Exemple cas, c'est une intervention rapide et intensive. C'est vraiment notre service. C'est quoi le service? Et comment? C'est comment on le fait. Donc le fait que l'intervenant se déplace dès qu'il y a un appel d'urgence, le fait qu'il y va dans le milieu familial pour essayer de régler la crise, donc c'est le quoi et le comment du programme ou du service en particulier. Donc, ce que j'ai remarqué dans les lectures, c'est que vraiment les types de fidélité ou les catégories de la fidélité ont un lien avec la hiérarchie qui est responsable un peu de l'implantation ou de la mise en œuvre du programme. Donc, c'est les mêmes catégories que j'ai présentées dans mon tableau précédent, mais sous forme hiérarchique. Donc, en premier lieu, on trouve la fidélité d'implantation qui est généralement à un niveau hiérarchique plus élevé. Et donc, on peut distinguer la fidélité théorique et la fidélité procédurale parce qu'on reste à un niveau du modèle du programme, comment il était conçu, il se base sur quelle théorie et comment la procédure pour le mettre en œuvre. Et la fidélité locale aux pratiques, donc, est là, c'est vraiment les responsables de l'implantation ou les personnes, donc les intervenants par exemple dans le domaine social, qui interagissent directement avec les personnes ou les usagers. Donc on parle plutôt de fidélité locale. Donc j'ai déjà parlé de la fidélité du contenu et de la fidélité du processus. Par contre, certains autres auteurs identifient un troisième niveau de fidélité et ils parlent de fidélité organisationnelle et fidélité individuelle. Les textes où j'avais identifié ces deux types de catégories parlent particulièrement du domaine de l'éducation. Exemple, la réforme, ce qui ressort le plus, c'est la réforme de l'éducation, par exemple. Et puis, quand on parle de fidélité organisationnelle, c'est la commission scolaire, par exemple, de Montréal, qui essaie d'implanter la réforme, donc elle choisit des mécanismes en particulier, etc. Mais il reste qu'il y a une fidélité individuelle qui se fait au niveau des enseignants. Donc, l'enseignant, comment lui, il donne le service à ses élèves. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir ses valeurs, sa façon de faire. Donc, il a des élèves particuliers. Peut-être c'est un groupe homogène, hétérogène, donc il essaie d'adapter le programme aux besoins spécifiques de sa classe. Pour ce qui est de l'école de l'adaptation, donc on va parler de l'émergence du concept, des terminologies, des définitions et de la nature de l'adaptation de façon générale, comme on l'a fait pour l'école de la fidélité. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure pour l'école de la fidélité, c'est vraiment au moment où on a commencé à la remise en question du concept de la fidélité, c'est là que l'école de l'adaptation a commencé à prendre plus de place. Donc, on s'est rendu compte que finalement, les metteurs en œuvre, donc ceux qui sont responsables de la mise en œuvre au niveau local, ne sont pas des adopteurs passifs. Donc, ils réagissent aux besoins particuliers de la population cible et réagissent aux particularités contextuelles. Et donc, finalement, les administrateurs ou les intervenants ou les personnes qui sont responsables de la mise en œuvre ont une marge de manœuvre et une discrétion qui leur permettent d'adapter et d'apporter des modifications
au programme. Et c'est là qu'a émergé l'approche qu'on appelle l'approche bottom-up, encore une fois avec le livre qui est un peu cité à peu près par les 2 tiers des auteurs que j'ai recensés dans ma revue de littérature de Priestman et Wildavsky en 1973. Donc, le terme ou le concept d'adaptation en soi, terminologiquement parlant, il y a moins de diversification comparativement au concept de fidélité. Donc, on parle soit d'adaptation, soit d'adaptabilité ou de réinvention. Pour les définitions aussi, on n'a pas tant que ça comme le concept de fidélité, mais de façon générale, l'adaptation, c'est tout changement, quelle que soit la nature du changement, dans les composantes du modèle initial du programme. Selon Morrison, l'adaptation peut intervenir ou provenir à différents moments, soit en pré-implantation, donc une fois qu'on adopte le programme, là, c'est déjà c'est quoi les adaptations qu'on va apporter, soit lors de l'implantation pour apporter des modifications en cours de route parce qu'on s'aperçoit que finalement, on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Donc, j'ai fait une synthèse un peu de la nature de l'adaptation parce qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Il y en a qui parlent de niveau d'adaptation, il y en a qui parlent d'approche, il y en a qui parlent de type d'adaptation et il y a aussi les formes. Donc, de façon générale, on parle de niveau. Donc, il y a l'adaptation modérée, il y a la pro-adaptation, l'adaptation radicale. Donc, l'adaptation modérée, c'est le fait que les concepteurs du programme ont déjà, au moment où ils ont conçu le programme, ils ont décidé d'une zone, ils appellent ça la zone de mutation radicale. Donc, c'est comme une limite où les metteurs en œuvre ne peuvent pas dépasser quand ils modifient ou apportent des adaptations au programme. La pro-adaptation, c'est vraiment l'autre extrême de la pro-fidélité. Pour eux, tout programme doit être adapté parce que à chaque fois qu'on met en œuvre le même programme, ben c'est un nouveau programme en soi parce que ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même site, ce n'est pas le même besoin. Donc, par défaut, l'adaptation est là. L'adaptation radicale, c'est eux qui disent ben, finalement, il ne faut même pas financer les concepteurs de programmes parce que ça crée vraiment une limite un peu de l'adaptation parce que pour eux, c'est comme inapproprié d'avoir des modèles de programmes prédéfinis et puis qu'on prend et puis qu'on les met en œuvre dans différentes situations pour répondre à des problématiques assez différentes et dans des contextes assez différents. Pour ce qui est des approches, ben, il y a l'approche empirique, l'approche pratique et l'approche théorique. Donc l'approche empirique, c'est le fait de déconstruire un peu notre modèle du programme, comme je l'ai dit, en composantes essentielles et composantes non essentielles. L'approche pratique, elle fait référence un peu à l'adaptation modérée, donc elle résonne par rapport à une zone ou une limite en particulier qu'on ne peut pas dépasser pour faire l'adaptation. Et l'approche théorique fait référence un peu à notre fidélité théorique qu'on avait vu tout à l'heure. C'est vraiment là où se rejoignent adaptation et fidélité parce qu'eux aussi, ils se basent sur la théorie du programme. Pour eux, tout ce qui est variable ou composante qui mène directement à un effet en particulier, il ne faut pas adapter, mais tout le reste, on pourrait l'adapter. Pour ce qui est des typologies, donc on parle d'adaptation planifiée, d'adaptation non planifiée et d'adaptation non intentionnelle. Pour l'adaptation planifiée, le texte qui était à la lecture de Lee et Al est exceptionnel, il est extraordinaire, qui parle de l'adaptation planifiée. Donc pour eux, oui, elle est bonne l'adaptation, mais il faudrait savoir à l'avance, au moment de l'adoption du programme, c'est quoi les composantes qu'on devrait adapter et donc que ce soit vraiment bien planifié et répond aux besoins en particulier de la population cible. L'adaptation non planifiée, c'est le fait qu'au fur et à mesure qu'on met en œuvre le programme, ben, on fait des adaptations pour des situations particulières. Ben, finalement, on se rend compte que les personnes qui participent à notre programme n'étaient pas tout à fait la population qu'on avait ciblée au début, puis que finalement, ils sont tous anglophones, puis nos clients, par exemple, notre cahier de formation est en français. Ben, on va procéder à la traduction des... Donc, c'est vraiment au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme. Pour ce qui est de l'adaptation intentionnelle, ben, les personnes qui adaptent ne se rendent même pas compte qu'ils ont procédé à une adaptation du programme, ça vient comme non intentionnel. Pour ce qui est des formes, donc on parle de 3 formes principalement, l'ajout, la suppression et la modification.
L'ajout, la raison majeure qui ressort, c'est le fait qu'il y a des besoins en particulier et que le programme n'y répond pas, donc on fait des ajouts. La suppression, la raison principale qui ressort, c'est le fait qu'on manque de temps, donc on ne peut pas donc utiliser le programme en totalité, donc on supprime certaines composantes. Et la modification, c'est encore pour répondre à certains besoins en particulier de la population cible. Et finalement, l'école de la balance ou de la conciliation ou de l'équilibre entre fidélité et adaptation. En fait, celui qui a fait la promotion un peu de l'école, c'est Baker, dans le texte de 2002 qui était à la lecture aujourd'hui. Et donc, le focus de l'école, c'est vraiment de créer un équilibre entre la fidélité et l'adaptation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour Baker, par exemple, la balance devrait intervenir soit à la phase de l'adoption, donc ça rejoint un petit peu l'adaptation, donc de décider c'est quoi qu'on adapte et quoi qu'on garde conforme un peu au modèle initial du programme, soit en cours de mise en œuvre, donc si on s'aperçoit en cours de route que finalement on risque de ne pas atteindre les résultats escomptés. En fait, il y avait plusieurs tentatives de conciliation de la fidélité et de l'adaptation. J'en ai ressorti 4 principalement. Il y a le texte de Lee aussi sur l'adaptation planifiée qui rentre dans les tentatives, mais vu que je vais en parler tout à l'heure, j'en parle pas tout de suite. Donc, il y a la proposition de Bierman en 1981. Bierman, normalement, lui, se base sur la complexité du programme. Pour lui, soit que le programme est fortement structuré, donc on se base beaucoup sur la théorie du programme, et c'est à peu près toutes les composantes du programme qui sont importantes, et donc là, pour lui, il conseille fidélité, soit que c'est pas tout à fait structuré, donc il y a une marge de manœuvre au niveau de la mise en œuvre, et donc on pourrait aller avec l'adaptation. Pour lui, la balance entre fidélité et adaptation, c'est faite pour des situations plus complexes où on n'est pas sûr, effectivement, de ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Donc, on va y aller au fur et à mesure de la mise en œuvre et donc on apporte un peu des deux, de la fidélité et de l'adaptation. Il y a aussi les 6 directives de Baker, donc qui sont repris dans le texte qui était à la lecture aujourd'hui. Donc, pour lui, pour Baker, il part toujours avec la théorie du programme. Pour lui, la première phase à faire, c'est vraiment d'identifier la théorie du programme à la base du modèle du programme. Donc, soit en faisant une théorie du programme, soit en faisant un modèle logique du programme. Ensuite, faire une analyse pour identifier les composantes essentielles des composantes non essentielles. Évaluer les possibilités de fidélité et d'adaptation. Ce qui est important comme phase 4, c'est vraiment d'aller voir, pour lui, ce qui est important, c'est d'aller voir le concepteur du programme, parce que c'est lui le mieux placé, qui connaît le mieux le modèle du programme, effectivement, pour faire un peu les étapes de 1 à 3. Et de consulter aussi la communauté spécifique du programme. Donc, on ne peut pas décider c'est quoi qu'on adapte, par exemple, et quoi qu'on laisse fidèlement au niveau du ministère, mais que finalement, c'est les intervenants au C3S qui vont donner le service finalement. Donc, pour lui, le fait d'impliquer un peu les intervenants, probablement que ça va donner un résultat pas mal plus gros. Sauf que les 6 directives de Baker ont été beaucoup critiquées, particulièrement par 2 auteurs, c'est Elliott et Mihalik en 2004. Donc, pour eux, ils soulèvent la difficulté d'identifier les composantes essentielles. C'est vraiment pour eux, c'est vraiment difficile. Il y a en effet plusieurs tentatives qui ont été réalisées dans la littérature, des analyses qui ont été proposées, notamment le texte de Century et Hall propose une façon de faire, mais ça reste pratico-pratique à peu près pas faisable. Donc c'est vraiment difficile de distinguer. Ce qui est important, c'est que les concepteurs le fassent, mais généralement ça ne se passe pas, ou généralement pas dans ces conditions. Ce qu'il reproche aussi à Baker, c'est le fait qu'il prend pour acquis que le contexte est inchangeable. Parce que pour Baker, le contexte est là, il faut faire avec, et puis c'est le programme qui doit s'adapter. Pour Elliott et Mihalik, et ils se disent pourquoi pas changer le contexte. C'est controversé comme critique parce que c'est plus difficile, effectivement, on s'entend de changer le contexte que d'adapter le programme, mais c'est quand même une critique qui a été soulevée par les auteurs.
La troisième tentative que je ressens, c'est le modèle hybride de Castro et al. C'est un modèle assez particulier, étant donné que le texte de ces auteurs porte particulièrement sur l'adaptation culturelle. Donc, ils prennent toutes les composantes essentielles du programme et puis ils les essayent de l'adapter, d'adapter le programme aux valeurs de la communauté de façon culturelle. Donc, c'est vraiment particulier à l'adaptation culturelle. Et finalement, il y a la proposition de Chen qui, elle, se base sur deux phases de l'implantation. Pour elle, il y a la phase initiale d'implantation et il y a la phase mature. Pour elle, tout ce qui se fait dans la phase initiale d'implantation, il n'y a pas de problème parce qu'on est en train de s'adapter, de voir c'est quoi les besoins. Donc, on pourrait apporter des adaptations au programme. Mais une fois que le programme est en place, puis il a commencé à donner des résultats, donc on est rendu déjà à la phase mature et là, on ne peut plus apporter des modifications au programme parce qu'on met en péril l'efficacité de celui-ci. Donc, on l'a vu donc, de façon théorique, c'est quoi les trois écoles, de façon générale, c'est quoi leurs caractéristiques. Ce qui sort aussi des études, c'est que c'est difficile un peu, où il y a plusieurs enjeux, en tout cas, pour évaluer concrètement la mise en œuvre selon le point de vue de la fidélité et de l'adaptation des programmes publics. Je vous dirais qu'il était le seul auteur qui présente l'adaptation et la fidélité comme deux construits différents. C'est le texte d'O'Donnell 2008. Pour ceux qui l'intéressent, je pourrais vous l'envoyer. Mais pour lui, c'est deux construits différents. Donc, il faudrait que ce soit des approches différentes pour aller évaluer l'adaptation et d'autres approches pour aller évaluer la fidélité. La plupart des études empiriques que j'ai recensées, ils ont utilisé les mêmes approches pour évaluer la fidélité et l'adaptation. Parfois, la question d'évaluation portait uniquement sur la fidélité, puis on se retrouve avec des adaptations et puis on le mentionne. Et parfois, on porte particulièrement l'intérêt à l'adaptation, mais on retrouve qu'il y a quand même des conformités qui existent et puis on le fait ressortir. Donc, c'était les mêmes approches théoriques et méthodologiques qui ont été utilisées pour évaluer et la fidélité et l'adaptation. Donc, dans le texte de Century et al. De 2010, eux, ils présentent 3 ou 4 façons de mesurer la fidélité. Donc, l'approche des 5 dimensions, l'approche des composantes critiques et l'approche structure et processus, ou une combinaison de ces approches. Et la combinaison de ces approches, c'est une tentative qu'ils ont essayé de présenter. Donc, l'approche des 5 dimensions, en fait, ça se base sur une revue de littérature qui a été effectuée en 1998 par Dane et Schneider. En fait, c'est deux auteurs qui sont très, très connus quand on parle de fidélité et d'adaptation. Et donc, les deux auteurs ont fait une revue de littérature assez exhaustive et puis ils ont sorti 5 dimensions quand on parle de fidélité de la mise en œuvre des programmes publics. Donc, ils parlent d'adhésion, d'exposition, de qualité de livraison, de réceptivité et de différenciation du programme. Par la suite, la même étude a été poussée par d'autres auteurs, puis on est rendu aux alentours de 2008-2009 à 8 dimensions. Donc, on parle maintenant de 8 dimensions. Et puis, une des études fait la distinction entre le fait, oui, on pourrait évaluer selon les 8 dimensions, mais ce n'est pas toujours faisable non plus. Donc, pour eux, il y a deux possibilités, soit de identifier une dimension ou plusieurs, ou soit il faudrait, pour être assez exhaustif et avoir une vue assez générale de la fidélité de la mise en œuvre, d'aller avec les 8 dimensions. Donc, pour ce qui est de l'approche des composantes critiques, donc encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment de distinguer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas dans le modèle du programme. Mais encore une fois, donc il y a soit une analyse de composantes de base ou une analyse de sensibilité. Il y a très peu d'écrits là-dessus pour pouvoir identifier les composantes essentielles et non essentielles. Donc, empiriquement parlant, il y a très peu d'études empiriques qui démontrent ou montrent comment on pourrait faire une analyse pour distinguer les composantes critiques des non critiques. Donc, question de faisabilité, ce n'est pas tout à fait certain. Et finalement, il y a l'approche structure et processus. Donc, cette approche, en fait, on fait la distinction entre le cadre pour la prestation du service, donc la structure en soi, le contenu, et la façon dont le service est rendu. Donc, le processus, donc le quoi et le comment, et ça rejoint un petit peu notre fidélité du contenu et notre fidélité procédurale qu'on avait vu tout à l'heure quand on a différencié les catégories de fidélité. Ou
soit une combinaison de ces approches éventuelles. Donc, en conclusion générale, je vais faire un résumé des enjeux d'évaluation. Je vais vous présenter un cadre d'évaluation que j'ai réalisé à partir de ma revue de littérature et on va finir par une petite conclusion. Donc, de façon générale, la faisabilité, la complexité de l'évaluation de la fidélité de l'adaptation dépend de plusieurs éléments. En synthèse, donc ça dépend si le programme va être mis en œuvre dans un seul site ou c'est un programme multisite. Parce que si c'est un seul site, ça va être plus facile, on va identifier les besoins, on va peut-être apporter des adaptations, soit planifiées, soit non planifiées, mais au fur et à mesure. Mais quand c'est un programme multisite, ben, ça devient plus complexe. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend des besoins de la population. Est-ce qu'il s'agit d'un programme assez simple, donc à des composantes très simplistes, ou un programme à plusieurs sessions, plusieurs cours, où ça devient aussi difficile, même méthodologiquement parlant, de faire des entrevues, de faire de l'observation, c'est combien de cours, c'est combien de sessions qu'on va aller voir. Donc, la question de la validité de l'évaluation en soi est remise en question. Est-ce que c'est un programme mis en œuvre dans une organisation multiniveau hiérarchique versus un niveau hiérarchique assez restreint? Donc, est-ce que c'est la commission scolaire, par exemple, qui décide de faire un petit programme de compétences sociales, puis c'est vraiment les écoles qui vont le mettre, donc un niveau hiérarchique assez simple, ou c'est une orientation ministérielle, et puis il y a tout le ministère, et puis l'Agence de la santé et services sociaux, et puis les C3S qui interviennent, donc ça crée un peu de la complexité, et ça donne place à plusieurs catégories, soit de fidélité ou d'adaptation. Puis ça dépend aussi si on a opté pour une approche top-down ou bottom-up, non seulement au niveau de l'évaluation, mais au niveau de la conception, de l'adoption du programme, de sa mise en œuvre et aussi de son évaluation. Est-ce que les gens qui vont être responsables de la mise en œuvre, les gens qui vont rendre le service proprement dit, ont été impliqués dans le processus ou pas? Donc ça fait toute la différence aussi. D'où mon cadre d'évaluation. Donc, idéalement, donc les deux flèches à droite et à gauche, c'est le fait d'impliquer les praticiens dès le départ. Dès le fait qu'on pense à ce qu'il y a une problématique sociale et il faudrait qu'on mette en œuvre un programme pour y répondre et que l'évaluation aussi soit présente dès le début parce qu'un évaluateur, il pourrait faire une analyse contextuelle, une analyse des besoins. Donc, pour pouvoir décider c'est quoi. Est-ce qu'on opte pour la fidélité, pour l'adaptation ou pour un équilibre entre les deux avant même d'adopter l'intervention. Donc, on va essayer de répondre le plus possible aux besoins de la population cible pour pouvoir apporter le minimum d'adaptation possible. Ou à l'inverse, on pourrait choisir un programme puis apporter des adaptations, idéalement planifiées à l'ALI et ses collègues. Et donc, c'est ça. Donc, dépendamment, est-ce qu'il s'agit d'un seul site, de plusieurs sites, dépendamment des besoins de la clientèle et du contexte en particulier où le programme va être mis en œuvre. Donc, il va y avoir une décision si on opte pour la fidélité, l'adaptation ou l'équilibre entre les deux. Donc, juste un retour, parce que je savais que vous n'alliez pas faire vos lectures. Le cadre ou le cadre conceptuel que Lee et ses collègues avaient proposé, je l'ai trouvé très intéressant. Donc, je vous présente brièvement. Donc, pour eux, ça prend 4 étapes pour parler d'adaptation planifiée. Donc, l'étape 1, c'est d'examiner la théorie du programme. Donc, ça rejoint un peu la première directive de Baker. La deuxième, c'est d'identifier les différences de la population où on veut mettre en œuvre le programme comparativement à la population où le modèle initial a été implanté. Et la troisième, c'est d'adapter le contenu du programme aux spécificités de la population, mais aussi, quatrième étape, c'est d'adapter la stratégie d'évaluation en soi. Donc, est-ce qu'on a déjà apporté des planifications, des adaptations planifiées ou pas? Donc, ça va influencer la stratégie d'évaluation proprement dit. Donc, en conclusion, je voulais juste retourner un peu aux différentes disciplines d'analyse de politique publique pour dire que l'évolution qu'on connaît en évaluation de programme, c'est la même en sciences politiques, en sociologie, en administration publique. Donc, c'est juste les noms qui sont différents. On parle de première génération, deuxième génération, troisième génération en sciences politiques. On parle d'approche top-down, bottom-up ou approche hybride quand on parle de sociologie. Donc, on se retrouve un peu au même stade, peu importe l'analyse de politique publique.
Donc, on est rendu à 3e école et je vous dirais que si je me fie au texte que je lis là-dessus, le débat est toujours ouvert sur la question de la fidélité et de l'adaptation. Mais étant donné que, comme le dit Morrison, toute intervention, qu'elle soit répliquée ou nouvelle intervention, ben, c'est une nouvelle intervention, peu importe, ne serait-ce que minimalement, parce que le contexte, parce que les besoins sont assez différents, parce que les personnes qui l'implantent aussi sont différentes. Donc, c'est toujours une situation unique, même si c'est une réplication d'un programme qui a fait ses preuves ailleurs. Et donc, d'où l'importance de l'évaluation de la fidélité et de l'adaptation, ne serait-ce que pour pouvoir attribuer les résultats qu'on retrouve suite à la mise en œuvre d'un programme et pouvoir dire est-ce que si par exemple on a un échec de mise en œuvre ou un échec des résultats, est-ce que c'est dû au modèle du programme, est-ce que c'est le programme qui présente des problématiques ou c'est plutôt la mise en œuvre qui a été mal faite. Donc ne serait-ce que pour attribuer les résultats à une cause bien identifiée. Donc je vous remercie. Vous pouvez poser des questions, mais pas trop. Merci beaucoup, Naïma. C'est toujours passionnant. Cet enjeu de l'adaptation dans l'évaluation d'implantation qui est souvent mis de côté ou pas suffisamment bien présenté. Moi, j'ai 6 questions. Mais avant ça, je vais laisser l'occasion aux collègues de pouvoir poser leurs questions. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bienvenue. Alors, j'ai vu Annie là, qui était extatique devant tes propos. Je voudrais lui donner la chance en premier de poser sa question. Mais c'est rare que ça arrive, mais j'ai pas de question. Ah, C'est rare, c'est tellement un monde différent de ce que je suis habituée, que j'ai pas de questions qui me viennent, vraiment. J'écoute ça, mais j'ai un commentaire. Vas-y. Je trouve que c'était exotique. Exotique? Oui. OK, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires ou des questions? Juste une petite question. C'est la question de l'évaluation de l'évaluabilité. L'évaluation de l'évaluabilité? Oui. C'est une note qui est très utilisée juste au point d'Amérique du Nord, c'est particulièrement aux États-Unis. C'est de voir dans l'implantation du programme si le programme est évaluable. L'appréciation de l'évaluabilité, c'est aussi le terme qu'on utilise. Vous nous expliquez comment cette méthodologie-là par rapport à l'évaluation d'implantation. Exactement. Les enjeux d'adaptation. En fait, l'évaluation de l'évaluabilité, elle est là, peu importe l'approche qu'on utilise, peu importe le type qu'on utilise. Donc, tout dépend du programme en soi, est-ce qu'il est évaluable ou pas. Donc, moi, je ne la traite pas en particulier d'un point de vue de l'évaluation d'implantation, vu l'approche de la fidélité, mais c'est sûr qu'elle a sa place, étant donné que c'est important de s'assurer que le programme est évaluable avant même de procéder à l'évaluation en effet. Mais moi, je ne la traite pas effectivement dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui. Est-ce que je peux remettre le modèle? Le modèle. Oui, parce que l'impression, mais là c'est comme j'arrive un peu de formation en même temps, mais j'ai l'impression que c'est un peu une approche top-down. Parce que le critère que tu vas prendre pour évaluer l'adaptation ou la fidélité, ça va toujours être des critères qui vont être décidés au niveau du ministère, même si l'adaptation se fait. Tu vois, ça va être, c'est l'impression que si tu évalues, c'est un peu biaisé si tu évalues un programme qui est soi-disant bottom-up, parce que les critères vont quand même être décidés au niveau ministériel, puis l'adaptation va quand même être regardée avec des critères. En fait, il va y avoir des deux. Si j'applique mes praticiens dès le début, au fur et à mesure de toutes mes étapes, comme je le mentionne, ça serait une approche hybride un peu, parce qu'il va y avoir, oui, du top-down, mais aussi du bottom-up, parce que il y aurait mes intervenants qui sont assis autour de la table, il y aura peut-être les coordonnateurs intermédiaires dans ma hiérarchie, donc il va y avoir un peu des deux. Ça ne serait pas juste du top-down. Mais ça, c'est pratiqué, l'application de praticien à la conception du programme? Non, c'est ce que je propose. Est-ce que c'est fait ou pas? C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Okay, mais je sais que M. Martin Goyette, il fait la promotion du bottom-up, alors il essaie d'appliquer les intervenants, etc. Ça, il y a deux niveaux de bottom-up. Il y a la liberté que tu laisses à tes agents. Puis si après tu les évalues sur des critères que tu as toi-même émis.
Puis la population là-dedans, est-ce qu'elle est aussi... Parce que finalement, c'est les besoins de la population aussi qu'on veut répondre. Oui, bien, ça se fait au niveau de l'analyse des besoins. Ce serait un peu le rôle de l'évaluateur. Mais il y a Par pas... exemple, si par exemple CAF, ce que je reproche à CAF, par exemple, quand il a été implanté ici à Montréal, on n'a pas regardé les besoins de la population qu'on vise en particulier. Il n'y avait pas eu d'évaluation des besoins proprement dit, mais on s'est basé sur les besoins des jeunes qui étaient en crise en Montérégie pour pouvoir disséminer un petit peu, répliquer le programme ici à Montréal. Donc, il n'y avait pas eu d'évaluation de besoins en particulier. Ça va se faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer une petite flèche à gauche des praticiens qui nous ferait population test ou population cible? C'est comme si tu veux impliquer ta population, ce qui serait assez difficile, je te dirais. On pourrait faire la plus que les flèche. praticiens, tant qu'à mettre des praticiens, autant que tu fais le travail pour impliquer les praticiens, tu peux avoir des représentants de groupes de... Je considère. Merci. Déjà, je voulais te remercier parce que ce n'est pas très habituel, en tout cas en France, d'avoir des séminaires plus théoriques où on présente une revue de la littérature, tout le monde s'empresse de présenter ses résultats empiriques, mais souvent... C'est bien bas, ça. Souvent, on se dit, mais je ne dis pas que il faudrait faire que ça, mais ça prend les deux. c'est quand même utile. Voilà. Et puis j'avais un autre compliment, entre guillemets, mais qui va amener à ma question, c'est qu'au final, malgré la présentation théorique, de courant, de cadre, d'analyse, etc., c'était assez imagé ce que tu présentais, ce qui m'a fait penser à des choses que j'avais rencontrées pour le coup sur le terrain et qui me questionnent sur l'école de l'adaptation. Une des définitions qui avait l'air d'être celle la moins discutée de l'adaptation, c'était celle la plus large qui met dans le panier de l'adaptation tout changement par rapport au programme initial. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas de la littérature qui considérait également les adaptations qui se rapprochent plus presque de la subversion, c'est-à-dire de la capacité des acteurs de la mise en œuvre à revenir sur même la justice, ou en tout cas à l'efficacité par rapport aux problèmes à résoudre du programme initialement conçu. Je m'explique. Ici, dans ce cas précis, il ne serait pas seulement question d'adaptation parce qu'on estime que le contexte a changé, parce qu'on estime que le public n'est plus le même, et que donc c'est juste de s'adapter par rapport à ces contextes, le public, etc., par rapport au programme initial. C'est la liberté que les acteurs de la mise en œuvre ont ou qui se donnent eux-mêmes de remettre en cause le fonctionnement du programme initial. Et je me disais que là, il va y avoir certainement une littérature super intéressante qui croise évaluation et justice, justesse, tous les courants de la justice américaine, etc. Donc c'était juste un commentaire comme ça, ce n'est pas véritablement une question, peut-être que tu l'as croisé. Je trouve intéressant parce que quand j'ai parlé tout à l'heure des niveaux, le niveau pro-adaptation pour eux, effectivement, ils partent jusque-là pour dire que finalement, on devrait apporter telle modification pour avoir des résultats positifs. Donc, ils lient en effet les adaptations à des résultats plus positifs qui peuvent être complètement différents des effets ou des résultats qu'on a rencontrés lors de la première mise en œuvre du modèle du programme. Et en effet, effectivement, il y a plusieurs textes là-dessus. Donc, c'est vraiment considéré comme l'extrême de l'école de l'adaptation qui, pour eux, ça prend de l'adaptation pour avoir des effets plus positifs, étant donné le contexte, étant donné les besoins. Mais oui, effectivement, ça part jusque-là. Puis il y a aussi, quand tu parles de l'organisation des individus, Oui. Si la commission scolaire, par exemple, adapte un premier niveau de l'objectif, ensuite, le deuxième niveau qui est l'individu peut respecter fidèlement, c'est la première adaptation. Et là, comme si tu fais des liens, est-ce qu'il respecte ou pas? Ou alors s'il reprend, il désobéit entre guillemets à la commission scolaire, mais il va respecter l'origine, les principes originaux. Donc là, on commence à... Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux d'adaptation, des catégories assez différentes, dépendamment de l'angle de vue aussi, de l'évaluation, comment ça se fait, est-ce qu'on
prend le point de vue des professeurs, est-ce qu'on prend le point de vue des organisateurs ou des metteurs en œuvre, ou on prend vraiment le point de vue top-down, comme vous disiez, et vraiment voir au niveau du ministère c'était quoi les orientations, c'était quoi les objectifs, puis essayer de confronter. Donc oui, effectivement, ça donne place à plusieurs types d'adaptation. C'est quel critère que tu vas choisir pour dire, ok, je prends le critère ministère ou je mélange les deux, ou est-ce que Ça dépend de tes objectifs d'évaluation. Donc, ce que j'ai lu, ça dépend de la question de l'évaluation. Par exemple, je ne sais pas si c'était à la lecture, le texte de Larson et Al, eux, ils parlent d'un programme d'éducation. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pris plusieurs études de cas, je crois que c'était 4. Puis 2, ils étaient pas mal plus conformes aux orientations, etc. Et 2, où il y avait beaucoup d'adaptation individuelle au niveau des professeurs. Puis ils ont essayé de confronter le pourquoi et le comment. Et surtout d'essayer de lier quand il y avait adaptation et quand il y avait fidélité avec les résultats. Puis finalement, ils ont trouvé que même lorsqu'il y avait adaptation individuelle, et même c'était vraiment favorable aux résultats positifs sur les compétences sociales des étudiants. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire, ce que tu veux regarder comme évaluation, c'est quoi ta question d'évaluation et c'est quoi les personnes que tu vas aller rencontrer pour réaliser ton évaluation. Donc, ça dépend de ton devis, de ton plan d'évaluation. Est-ce que la forme la plus difficile à implémenter au niveau de l'adaptation radicale ou des approches théoriques, la théorie du programme, est-ce que les formes les plus difficiles, ce serait la suppression puis l'ajout? Si c'est le cas, si c'est ce qui est plus radical, en fait, est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que les penseurs, les gens qui ont déjà une conception préétablie, en fait, de la bonne action publique, entre guillemets, sont inscrits dans une sorte de sociologie. Institutionnellement, ils sont programmés dans une certaine mesure où ils sont habitués de faire la même chose, une sorte de dépendance au sentier à faire. Puis dans la même idée, puisqu'ils sont inscrits dans un champ, puisqu'ils ont l'impression de leur faire toujours la même chose aussi, parce que même la personne qui voulait être originale, en fait, est obligée de concevoir l'action publique de la même façon. En fait, si je me base sur les lectures que j'ai réalisées, la suppression ou l'ajout, c'est pas quelque chose de particulier comme forme d'adaptation. Ça arrive, c'est pas plus difficile, c'est pas plus facile, mais ça sort comme étant une forme entre plusieurs. Les raisons, par contre, sont assez différentes dépendamment de la forme en soi de l'adaptation. Mais je suppose que, si je me fie à mon instinct, la suppression est la chose la plus facile à faire quand on donne un service ou un programme, parce qu'on manque de temps, parce on va éliminer une session, on va se restreindre, par exemple, si c'est 4 sessions, on va faire juste 3. Si il nous faut 2 formateurs, on va se tenir à un formateur parce qu'on n'a pas assez de ressources financières. Mais de façon générale, ils ne sortent pas de façon hiérarchique comme étant une plus facile ou une plus difficile. Non, malheureusement, ça ne sort pas comme étant lié à des critères en particulier institutionnels. Est-ce que si l'action publique au complet, en fait, est tachée à la poubelle, le praticien, en fait, tout ça, ce qu'il va faire dans la vie, tout simplement, c'est plus facile de faire des petits changements graduels sur plusieurs années, des décennies. La personne a l'impression qu'elle fait toujours la même chose, puis c'est plus confortable. D'abandonner une vision entière pour se lancer dans la nuance, c'est particulier, j'imagine. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'avais une question liée à la conception des composantes critiques de Suntory. En fait, la présentation est toujours très intéressante. Lorsque j'ai lu Suntory il y a quelques semaines, j'essayais de comprendre la question centrale qui est posée par l'idée de composante critique. C'est de comment choisir ce qu'il ne faut pas adapter. Comment choisir les éléments, les ingrédients actifs d'un programme. Puisque dans tout ça, dans toute cette conceptualisation-là, il y a très peu de gens maintenant qui peuvent être contre cette idée d'adaptation. Mais d'arriver à essayer d'arriver à une théorie de l'opérationnalisation des composantes critiques, ou peu importe comment les auteurs le nomment. Il me semble que ça, c'est l'enjeu central, et la plupart des textes sont relativement soit vagues, soit théoriques, soit
ils ont de la difficulté, là, en tout cas j'ai de la difficulté à les lire en lien avec des exemples concrets. Ouais, je vais. Commençons par ça. Commençons par ça, les autres questions. Donc, c'est commentaire. En fait, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est l'enjeu central, effectivement. La plupart des auteurs qui parlent de composantes essentielles, non essentielles, critiques et non critiques, c'est vraiment comme une recette de cuisine où si on a de la vanille et du sucre, ben, on ne peut pas s'en passer du sucre, mais on peut s'en passer de la vanille. C'est comme les composantes critiques et non critiques. Pour réussir la recette, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Ce que Sundry et Al, ils l'ont montré, ils l'ont écrit dans leur texte, c'est vraiment difficile. Elliott et Mihaly aussi, quand ils ont critiqué Baker avec ses 6 directives, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment difficile concrètement parlant. Oui, théoriquement parlant, ça a l'air assez simple de faire une analyse critique, une analyse pour distinguer les composantes critiques et non critiques, mais on le voit concrètement parlant, même les concepteurs initiaux du programme ne sont pas capables. On ne le retrouve pas. Il n'y a pas un programme où on retrouve une analyse réalisée par les concepteurs où ils nous disent ben voilà les composantes critiques, voilà les composantes non critiques. Donc vous pouvez aller jouer avec la fidélité et l'adaptation sans aucun problème. On vous soutient. Tu peux revenir à ta belle image? C'est là? Oui, partons de ça. Parce qu'on pourrait dire qu'après un cycle d'évaluation, dans l'idée du cycle de vie d'un programme, après une évaluation, on arrive à identifier les ingrédients, donc les composantes critiques qu'il faudrait absolument implanter pour que le programme fonctionne, atteigne ses résultats optimaux. Mais encore, se pose la question de comment les identifier. Au-delà d'avoir une logistique hypothético-déductive liée à un modèle qui va faire en sorte de faire de l'analyse multiniveau et du multisite. Bon, ça, je vois bien comment on peut arriver à quantifier que certains ingrédients du programme qui doivent être mis. Et si on sort de ça, parce que la plupart des programmes qui nous intéressent, les programmes sociocomplexes, n'arriveront certainement pas à ce niveau de sophistication technique des devis de recherche. Je me demande justement si avant, pendant ou après, et surtout, comment on arrive à faire ça. Alors, d'après moi, ce que tu as entre les mains, c'est un très beau papier à publier, c'est très intéressant. Mais si, dans la dernière section, on réussit à faire avancer la réflexion sur l'opérationnalisation des composantes critiques, ou peu importe le selon les états commandants, là, ça va être un papier vraiment majeur pour la réflexion, pour la discipline, parce que à chaque fois qu'on parle de ça, moi, je vais relire les textes, puis je dis, ouais, encore, ouais. Et puis, justement, pour aller dans la continuité d'Analisa, je me pose toujours la question, même si c'est un vieux rapport d'évaluation, de comment réaliser ça avec le programme de qualification des jeunes. C'est comment, opérationnellement, méthodologiquement, justifier, parce que je le dis, qu'il y a telle composante qui, selon moi, sont critiques pour telle raison, qui appartiennent non pas surtout à la littérature de secteur en évaluation, mais à la littérature de contenu. Alors peut-être que la clé est là, je ne sais pas, et peut-être que c'est pour ça qu'on n'arrive jamais, lorsqu'on lit en évaluation sur les composantes critiques, à avoir quelque chose de plus concret. Mais effectivement, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis je pense aux composantes critiques, puis je pense à toi, Naïma. Je me dis, ben là, je me rends là. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose. Oui, mais c'est vrai que la clé, elle est là-dedans. C'est mentionné un peu par plusieurs auteurs, mais ça, on ne peut pas, par exemple, si le programme, c'est ce qu'on fait là, on se dit, ben, c'est un modèle de programme, il était implanté, c'était un projet pilote. Puis là, à partir de le premier cycle d'évaluation, on pourrait déterminer c'est quoi les composantes essentielles, mais on ne peut pas, là, on ne peut pas généraliser à partir d'un seul programme qui était implanté dans des conditions particulières. Donc ça prend alors, est-ce qu'on pourrait, à partir d'une analyse multisite? Oui, probablement avec une analyse multisite et à partir d'une théorie du programme, du contenu
Parce qu'on a des variables qui sont liées directement à nos effets. Donc, en observant les effets, probablement qu'on pourrait arriver à faire des liens cause à effet. Donc, ça prenait une telle variable, les variables sont là, et puis nos effets sont là. Avec une reproduction à partir de plusieurs sites, probablement qu'on pourrait y arriver à faire l'analyse des composantes essentielles et non essentielles. Donc, la piste vers laquelle tu nous renvoies, c'est les modèles, les analyses multivariées. C'est ça que tu penses qui est la piste? Ouais. OK. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que toute cette grande réflexion-là sur l'analyse et l'adaptation se pose différemment si justement c'est des projets, si c'est des programmes, ou si c'est quelque chose qui ressemble à une loi ou des lois, par exemple? Comment l'adaptation fréquente les divers niveaux de formalisation et d'intervention des politiques publiques en général? Ben, en fait, c'est pas mal plus différent parce que quand on parle par défaut de programmes publics et programmes publics basés sur l'évidence, ben, on prend pour acquis que c'est vraiment, il faudrait mettre en œuvre le programme tel qu'il a été conçu pour qu'on puisse arriver aux mêmes effets qu'on a rencontrés lors de la première implantation. Lorsque c'est une loi, ben, il y a pas mal plus de flexibilité. Une loi, c'est un ensemble de dispositions, donc il y a plusieurs niveaux d'adaptation qui ne peuvent être par défaut remises en question. Ben, il y a la loi, il y a une disposition, ben, c'est le ministère qui décide, par exemple, ben, c'est quoi les mécanismes qu'on pourrait. Il pourrait décider d'aller avec un programme pour répondre à une disposition en particulier. Il pourrait opter pour la collaboration entre deux partenaires pour répondre à une autre. Donc, on a plus de flexibilité et l'adaptation pourrait intervenir probablement à un niveau inférieur de hiérarchie. Donc, on va plus parler de conformité à la loi, mais probablement de conformité aux mécanismes qui ont été établis par exemple, le ministère dans le cadre du... Donc, ça s'opère différemment. OK. Est-ce qu'il y a, à un niveau où la logique de l'adaptation est plus appropriée, ou s'il y a quelque chose dont tu nous as parlé qui est particulièrement prégnant à un des niveaux? Ben, probablement que l'adaptation du contenu, l'adaptation organisationnelle et individuelle est pas mal plus présente quand on parle d'une loi ou d'un projet, parce que ça arrive à un niveau plus inférieur, comme je l'ai dit, de hiérarchie, que lorsqu'on parle de fidélité ou d'adaptation au niveau de l'implantation, donc de façon générale. Donc c'est plus les individus à la base qui vont apporter des modifications pour répondre à une disposition ou une exigence législative en particulier. Intéressant. Selon toi, dans ce que tu nous as présenté, qu'est-ce qui est original? Quelle est l'originalité de... Tout est original. Qu'est-ce qui vient de Nainoa dans tout ça? Ben, c'est le cadre d'évaluation, mais il y a aussi le fait de... les thèmes en soi, ben, la littérature ne les présente pas de la même façon. Les catégorisations, les formes, etc., ben, c'est un travail qui a été réalisé au fur et à mesure de mes lectures, de l'analyse des textes que j'ai proposés. Donc, on ne retrouve pas un texte qui nous parle, ben, voici les catégories de la fidélité, voici les catégories de l'adaptation, voici les raisons. Je suppose que tout ce qui est partie résultat, ça provient de mon analyse. Donc, quand est-ce que tu l'envoies pour une revue? Une fois que j'ai accouché. Ouais, j'avais d'autres questions, mais on va continuer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Annie, est-ce que tu as une question maintenant? Non. Je profite pas, Martin, c'est rare. Annie, il y a pas de question? Oui, mon grand, c'est quoi la question? J'ai toujours eu. C'est ce que Martin dirait. Moi, je trouve que c'est génial. C'est génial. Elle est bonne, ta maman. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Naïma. C'était extrêmement intéressant et instructif. C'est gentil. Et effectivement, pour ceux qui se joignent à nous, là, pour qui c'est un peu les premières fois, l'idée centrale de ces séminaires-là, c'est qu'il y a des textes à discuter, puis on discute. Des fois, c'est plus empirique, des fois, c'est plus théorique.
Et c'est rarement aussi construit que ça, c'est beaucoup plus informel que ça généralement. Ça, c'est Naïma, c'est tous ces schémas. Donc, merci beaucoup, Naïma. Ça fait plaisir, c'est gentil. Merci.